ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le mindset pour surmonter tous les obstacles de l'immobilier avec Célie Dorido. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Célie Dorido de Immopreneur. Vous allez voir, c'est une fille plein de dynamisme et d'énergie que j'adore. Je l'avais rencontrée en vrai en octobre 2022, donc en physique, lors d'un séminaire, et j'avais adoré son énergie. On a mis du temps à réussir à trouver un créneau pour que je l'interviewe, mais enfin, on est là et elle va vous partager son parcours. Et j'aime beaucoup son compte Instagram avec toute l'énergie qu'elle dégage et les excellents conseils. Et elle est très réaliste dans sa façon d'investir en immobilier. Donc moi, j'adore et j'ai vraiment hâte de l'interviewer. Donc salut Célie, comment ça va? Hello Dorine, je vais super bien, merci. Et toi? Je suis trop contente de t'avoir enfin et que tu vas pouvoir me raconter toute ton histoire. Après un an de rendez-vous, on y arrive. Ça fait plaisir. Merci Exactement. pour Donc, en gros, l'idée, si tu connais pas encore bien le podcast, on va démarrer, j'adore moi démarrer à l'enfance pour comprendre d'où viennent les gens dans le départ du mindset et comment est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure des années pour que les personnes puissent se reconnaître. Donc, c'est parti Célie, si tu peux te présenter, d'où tu viens, quel est ton contexte familial au départ et beaucoup aussi quel est le mindset par rapport à l'argent de la famille dans laquelle tu as grandi. D'accord. Alors, donc moi je suis Célie Dorido, je suis d'origine togolaise, donc je suis née au Togo, c'est en Afrique de l'Ouest. Un petit pays à 6 millions d'habitants aujourd'hui et j'y ai grandi, je suis arrivée moi en France pour mes études supérieures donc je crois que c'était en 2007. Bon ça commence à dater mais voilà, j'ai fait toute mon enfance, au Togo. Alors faut savoir que mon papa, en fait, c'est quelqu'un qui a commencé sa vie active avec un bac+2 et qui a commencé dans une entreprise à cet effet et qui, au cours de sa profession, en fait, il a continué à faire ses études. C'est-à-dire qu'il a commencé la bac+2 et il a fini avec un doctorat. C'est juste pour vous dire un peu, comme tu as demandé, dans quel environnement j'ai grandi. J'ai grandi avec un papa qui était de la sorte, en fait, hein. Nous, on est 4 dans la famille, donc je suis l'aînée. Ok. de de ma famille et donc avec, cet environnement-là d'un papa, très ambitieux qui a toujours entrepris à côté de son travail et à côté de ses études comme je l'ai dit quoi, voilà. Donc lui à chaque fois qu'il voulait un poste et qu'on lui expliquait qu'il: «Ah non, il vous faut atteindre ce niveau-là pour avoir le poste», bah, mon papa il retournait sur les bancs de l'école pour arriver à ce niveau-là. Donc il a eu son diplôme d'ingénieur en travaillant, en entreprenant à côté et ensuite il a eu son doctorat, quoi? Il y a 3 ans, quoi. Pourtant il a plus de la cinquantaine, hein, donc voilà, c'est plutôt ça et c'est quelqu'un qui a toujours, été dans le business comme je l'ai dit et qui achetait beaucoup du foncier. Donc chez nous, on achète beaucoup des terres, donc des terrains. Donc c'est quelqu'un que j'ai toujours vu acheter du terrain, mais pour autant, c'est quelqu'un qui me faisait asseoir et qui m'expliquait: «Voilà ma fille, pourquoi je fais ça, pourquoi» non, moi j'étais juste spectatrice de toutes ses actions, tu vois? J'ai jamais été enfin, en tout cas dans ma famille, on n'est pas beaucoup dans la communication, dans le conseil: «Ouais, tu dois faire ça, regarde, je sais fai je fais ça parce que et donc toi, tu devrais». Non, en fait, on te laisse regarder et moi, j'ai juste appris en le regardant et je pense que comme les enfants, on prend beaucoup de ce qu'on voit nos parents faire, on aime mimer et donc je pense que j'ai eu des réflexes comme ça qui me sont restés dans le subconscient, quoi, en fait et qui font qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, quoi, je pense. Ah et donc en gros, d'où ton mindset de te dire: «OK, je veux aller là. Qu'est-ce qu'il me faut pour arriver là? Bah, OK, je le fais et du coup, j'avance, quoi». Exactement, tu as tout compris, c'est ça, tu OK. vois? C'est ça
Et là, je te le dis, mais vraiment, avec, tu sais, l'analyse que j'ai pu faire sur moi, des années après, de revoir mon histoire comme, tu me l'as demandé et de me rendre compte que: «Ah bah tiens, si j'ai ce genre de biais, c'est parce que ça vient de là», tu vois? Ouais, ouais. Mais sur le coup, tu sais pas, tu prends, hein, tu bois, tu absorbes les informations en tant qu'enfant et à l'âge adulte, il y a des réflexes que tu as, mais c'est lié à tout ce que tu as pu voir autour de toi, quoi. Et quand tu achètes des terrains au Togo, comment ça se passe? Tu reçois des loyers pour les terrains? Ou enfin, comment enfin, parce que je m'y Ouais, connais pas en en fait, terrain. le business des terrains, en fait, c'est que en gros, tu achètes un terrain, mais c'est souvent des business moyen long terme. Donc, tu achètes des terrains que tu peux faire de l'agriculture dessus en attendant que la zone se développe et puis tu attends le développement de la zone et tu vends 4 fois, 10 fois même le prix du terrain, quoi, tu vois? Donc c'est vraiment ce business-là de l'achat-revente de terre et alors, il y a un 2e business aussi que tu peux faire, c'est ce que tu as dit, par exemple, tu as acheté des terres des endroits qui étaient pas, voilà, qui étaient reculés, mais avec le temps et l'urbanisation, ça devient une zone assez dynamique. Et bah, ça peut être une personne qui te paye, qui te donne un loyer tous les mois pour exploiter. Donc, l'exploiter soit dans l'agriculture, l'exploiter parce qu'il va y mettre un supermarché, un restaurant, enfin voilà. Donc, tu peux louer aussi des terrains euh, dans ce sens-là, tu vois. Mais lui, son business, c'était vraiment d'acheter, d'être vraiment dans les premières personnes qui font les bons deals de terrain et ensuite de les laisser se bonifier, financièrement. En faisant des plantations dessus, par exemple, et en attendant que ça Oui, pousse? oui, 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 il clôture parce que voilà, il faut qu'il clôture ses terrains, il fait de l'exploitation dessus et quand ça prend de la valeur, bah, il revend, quoi. OK. Voilà, ça c'est et même à l'heure où je te parle, il le fait toujours, hein, donc c'est quelqu'un c'est pour te dire, malgré l'âge, il fait encore plein de choses. Et par rapport à l'argent, c'était quoi les croyances de tes parents sur l'argent? Ils étaient plutôt du genre, précautionneux, du genre à faire attention ou est-ce qu'ils étaient plutôt dépensiers? C'était quoi ta culture par rapport à l'argent? C'est une très bonne question. C'est une très bonne ni l'un ni l'autre, tu vois? C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, mais tout ce qui était important. C'est-à-dire, c'est jamais quelqu'un qui gâte, tu vois? Mes parents, c'est voilà et même dans lui, sa façon de faire et ben, c'est quelqu'un qui sort toujours ce qu'il veut, mais jamais dans l'excès. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas genre on se prive ou genre on est, tu vois, on fait waouh, mais c'est juste, on fait ce qu'on veut, mais vraiment en étant dans la mesure, tu vois? Et toujours cet esprit de, faut avoir de l'argent de côté, quoi. Moi, je l'ai vu comme ça, mais après, je te le dis en toute transparence, en tout cas dans ma famille et dans beaucoup de familles africaines, l'argent n'est pas un sujet de conversation, hein. OK. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, donc ce n'est que là, ce que je te dis, c'est mon analyse de ce que j'ai vécu, mais mon papa, voilà, on parle pas d'argent, je savais pas combien il gagnait, je rien du tout. Mais dans sa façon de faire, il y avait ce côté, précautionneux, mettre de l'argent de côté. Dans ses réponses qu'il me donnait sur, mes questions que je lui posais, je sentais ça, quoi. C'était vraiment ça. Fallait, se préserver pour l'avenir et fallait pas rester sans rien. Voilà. Et il y a une chose qui m'a marquée, dans mon éducation, tu sais, c'est que des fois quand je lui demandais des choses, c'est quelqu'un qui pouvait me dire, «Je peux te le faire, mais je vais pas te le donner parce que tu vas voir ma fille dans la vie, tu auras pas toujours ce que tu veux». Tu vois? Ouais. Et ça, c'est un truc, mais qui m'a marquée et mais il me le disait, gentiment, hein, mais c'était, assez, tu vois, c'est pas autrement et je pense que ça m'a aidé après à comprendre que voilà, si tu veux quelque chose, c'est pas parce que tu veux que tu peux. Des fois, c'est pas comme on veut et si tu veux l'argent, il faut aller le chercher aussi, quoi. Et ta maman, elle était comment? Bah, ma maman, elle est commerçante, voilà. Ça, c'est encore autre, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai eu. C'est quelqu'un qui a toujours fait du business, tu vois? Quelqu'un qui a toujours vendu, qui a s'est toujours débrouillé, pareil, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui aime ça, le business. Trop bien. Donc OK, donc ça, c'est ton contexte et à un moment donné, tu pars faire des études, c'est ça, en France? Exactement, tout à fait. J'arrive en France pour mes études supérieures, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur, mais j'ai commencé par la licence. Ça aussi, c'est un truc dans mon parcours. En fait, à la base, je voulais arriver tout de suite en école d'ingénieur, sauf que j'ai pas été acceptée. Au lieu de ne rien faire, je me suis dit: «Bon, je vais quand même m'inscrire à l'université parce que c'est plus simple». Effectivement, j'ai été acceptée à l'université. J'ai fait une année et pendant l'année, je me suis
réinscrite encore en école de danse en étant déjà sur le territoire français et là, j'ai été acceptée et j'ai fait mes études supérieures, enfin, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur et après j'ai commencé à travailler du coup et pareil, quand j'ai commencé à travailler, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, on m'avait dit: «Non mais toi, mais tu abuses, ils recrutent pas des non français en fait. Pourquoi tu te casses la tête? Genre, pourquoi tu te déranges à faire» parce qu'il y avait tout un parcours de recrutement avec 4 entretiens, puis des tests de perso plein de choses. Je dis: «Mais pourquoi tu t'embêtes? Ils recrutent pas des non-français» et comme j'avais cette mentalité de: «Je veux, j'y vais» et ben, j'écoutais personne Ah et j'ai ouais. été quand même recrutée dans cette boîte Ah mais et c'est j'y ai fait 8 génial. ans. Ah ouais. Mais en fait, mais c'est tellement génial parce que ça résume tellement le bon mindset de l'investisseur d'être comme ça. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ça le mindset de l'investisseur, c'est, tout le monde te dit de pas y aller, mais toi tu y vas quand même parce que tu sais que tu as confiance en toi, quoi. Exact. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et toute cette époque-là, tu vois, comme tu le dis, ça me revient à aujourd'hui où, je suis investisseur, j'ai fait plein de choses, ou encore aujourd'hui, les gens me demandent: «Mais comment tu as fait, voilà, une femme, machin?» Sauf que moi, je réfléchis pas comme ça, en fait. Je réfléchis en mode: «Je veux ça, je sais que c'est ça qui est bon pour moi, donc j'y vais». Après, le reste des discussions, est-ce que c'est possible, pas possible, c'est pas mon sujet, en fait. Mon état d'esprit n'est pas dessus. Je sais pas si c'est clair? Enfin, Ouais. si ça va être clair pour les gens qui vont nous écouter, mais c'est ça, je suis fondamentalement comme ça et je pense que ça vient de mon parcours, en étant petit, de ce que j'ai pu voir autour de moi et du fait que mon papa, comme j'ai dit, il faisait plein de choses à la fois, mais il y arrivait. On lui disait non, il trouvait la solution. Enfin, voilà, je pense que ça a beaucoup aidé. Mais c'est tellement résumé, mais enfin, en gros, j'ai un coach business là en ce moment en plus qui me dit ça. Il me dit: «Dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on veut, on n'obtient pas ce qu'on peut, on obtient ce que l'on ne tolère pas». En fait, ce que Yeah! ça veut dire, c'est que si tu veux quelque chose ou: «Ah, je veux un immeuble à 10 ah ou voilà, enfin tu veux tu vois? En fait, ça suffit pas. Tu vois, ça suffit pas. En fait, ce qu'il faut, c'est: «Je ne tolère pas de ne pas avoir un immeuble à 10 tu vois? Yeah. Point barre terminé. Il y a pas d'autre option et en fait, quand tu es dans cette mentalité-là, bah, en fait, ça change tout. Ça change tout. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est très, très bien dit. Je pense que c'est ouais, ouais, sa façon de tourner la chose, elle est hyper pertinente parce que c'est exactement ça. C'est et ça conditionne ton état d'esprit, hein. La Ouais. manière, la tournure des phrases, la tournure des mots, ça conditionne en fait ton état d'esprit. C'est hyper puissant. Tu ne tolères pas et donc tu te débrouilles pour que Bah, ça c'est n'arrive ça. pas. Et toi, tu as pas toléré de pas être ingénieur, donc bah, tu as continué. Ouais, Et tu pas toléré de ne pas être, recruté, par la boîte que tu avais envie, donc point barre, tu vas, quoi. point barre, j'y vais en fait. Toujours, j'y et c'est un peu l'histoire de ma vie d'ailleurs parce que bon, peut-être toi aussi tu as eu la même chose où les gens te diront toujours: «Ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? Non, mais c'est pas possible, mais il faut pas». Tu vois? Toujours ce truc de genre ils connaissent trop quoi, tu vois? Tu vois le ils Ouais. connaissent trop. Pour eux, c'est sûr. Ils sont sûrs de leur alors ils savent rien du tout et que c'est à chacun de faire ses expériences quoi et moi j'ai toujours fait mes expériences. J'adore, trop bien. Donc, tu décroches un job, j'imagine dans une grosse boîte française, en tant qu'ingénieur. Et là, c'est quoi ton mindset à ce moment-là? Tu te dis: «C'est le Graal, ça y est, j'ai un CDI, je suis bien». Comment ça se passe? Ah là là, mais comme si tu savais, non mais c'était tellement ça. J'étais en mode, bah, j'y suis arrivée quand même. Je suis ingénieure, j'ai un bon salaire entre guillemets, hein. Je parle bien de tu vois, quand tu sors d'école, que tu as galéré et tout, bon bah, quand tu touches, 2 300-2 500 €, tu vois? C'est les 1 salaires, c'est génial, quoi. Donc moi, j'étais vraiment dans ça et puis il faut dire que l'unité dans laquelle j'étais, c'était une unité où j'ai beaucoup appris, en fait. Je découvrais beaucoup de choses en j'étais dans la production d'énergie, hein, donc je découvrais beaucoup de choses. C'était hyper intéressant et en même temps, c'était tellement tu sais, dans souvent, les gens te mettent haut et donc toi aussi, tu penses que c'est ça. Alors, genre moi, j'étais ingénieure, ma famille, comme je suis l'aînée, j'étais la première, bon, à part mon papa, donc voilà et on me disait: «Ouais, bravo, bravo, quoi, bravo, bravo, tu géré». Ouais, ouais. Donc forcément, quand tu as les gens autour de toi qui t'encensent comme ça, bah, tu crois que c'est fait, tu Ouais. vois? Donc moi, j'étais là, dans ce truc-là, j'ai été recrutée, je crois que c'était, fin 2012
C'était ça, fin 2012. Je travaillais, 2015, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il va falloir acheter sa résidence principale» parce que encore une fois, chez nous, au Togo et tu vois, s'il y a d'autres Africains qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils le confirmeront, une fois que tu commences à travailler, il faut avoir ta maison. Nous, c'est comme ça, c'est culturel, quand tu as ta maison, tu es plus respecté, entre guillemets, enfin, voilà, c'est un acquis social qui te met à un autre rang. Donc moi, et ben, tout bêtement, j'ai fait construire ma maison. Tu vois, j'ai reproduit, j'ai même pas acheté. J'ai reproduit comme chez nous, on achète un terrain, on construit. Donc j'ai construit ma maison, j'ai cherché le terrain, j'ai négocié, tac, tac. J'ai trouvé le constructeur et tout, et j'ai fait construire ma maison. Donc ça, c'était en 2015-2016. Et ça, c'était avec ton conjoint? Oui, toujours, ouais. Ouais, OK. ouais, ça a toujours été avec mon mari pour le coup. On était dans la même classe, c'est pour te dire, on a tout fait ensemble, hein. Vous vous êtes rencontrés pendant les études? C'est ça, pendant les études, on a fait la même école, la même classe. OK, trop bien. Bah, pareil, moi, Cyril, on s'est rencontrés à l'école, d'ingénieur. Bah, c'est souvent ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'à cette époque-là, très souvent, bon, bah, on se rabiboche, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'était ça pour nous. On s'est mis ensemble pendant nos études, quoi. Et puis, on a fait tout notre parcours ensemble. Donc, on fait cette construction-là, 2016. Et puis ensuite, moi, je continue, hein, je continue mon CDI tranquillement jusqu'à ce que je commence à avoir des choses, tu vois, des éveils, tu vois. Premier éveil pour moi, c'est quand j'ai commencé à avoir des enfants. Et que j'ai bien vu la difficulté qu'il y avait entre mon emploi et le temps que je voulais accorder à mes enfants. Ça, c'était le 1er truc, l'éveil, quoi, tu vois? Tu te Ouais. dis: «Waouh, je suis maman». Mon premier, j'ai toujours fait en sorte qu'ils aient 6 mois avant que je ne les laisse à la nounou, mais c'est pour moi, c'est une déchirure. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est quelque chose que j'avais du mal, tu vois? Et en plus de ça, dans ma fonction, en fait, je bougeais beaucoup, en fait. Et donc de te dire que, OK, tu as des enfants, tu te dis que tu fais de l'argent, mais tu les vois pas beaucoup, c'est compliqué, tu vois? Moi, j'étais beaucoup en déplacement, donc ça, c'était un fardeau pour moi à porter. Donc ça, c'était le 1er éveil. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2017 à peu près. OK. OK, donc là, tu as ta RP qui est construite, tu Ouais. as ton premier enfant. Jusque-là, tout allait bien et quand tu dois le donner à la nounou, là, tu te dis: «Ah ouais, là, ça commence à ça sent pas bon, là, ça va déjà plus». Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. 1er éveil, c'était ça et encore, tu vois, le donner là, à la nounou, bon, OK, c'est dur, mais encore on le fait, mais c'est surtout le laisser et me déplacer pendant des jours. Ça, c'est ça Ah ouais. qui était compliqué. Tu vois, la nounou, au pire, tu récupères le soir, bon, on fait avec. Mais les déplacements, ça, c'était un peu plus dur, vraiment. Et deuxième éveil pour moi, c'est par rapport même à la fonction que j'occupais. Comme j'ai dit tout à l'heure, fin 2012, j'ai été recrutée, j'étais dans cette boîte-là, j'ai avancé, j'ai évolué, mais à un certain moment donné, je pouvais plus avancer. Je l'ai bien vu, enfin, voilà. C'est-à-dire, chez nous, tu faisais 5 ans max sur un poste, après, tu étais manager, quoi. C'était la suite normale. Sauf que moi, avec mon caractère, je voyais très bien que ça ne matchait pas. Je pouvais pas occuper un poste de manager. Donc, je commençais à tourner un peu en rond. Donc, je changeais de service pour aller sur d'autres équipements que je ne connaissais pas. Bon, voilà. Mais en fait, le fond du travail, il était toujours le même. Juste, voilà, tu vois, il y avait des changements, mais le fond était le même, le parcours était le même. Donc, il y avait cette envie qui commençait à s'installer et ce truc de se dire, ouais, c'est chaud, quoi. L'évolution, c'est pas pour demain. Mais c'est intéressant, pourquoi tu disais que tu aurais pas pu être manager par rapport à ton caractère? Bah, en fait, parce que l'entreprise dans laquelle j'étais, si tu veux être manager, faut être un bon toutou. Faut vraiment pas, tu sais, faut pas trop re-questionner les décisions. Oui, mais pourquoi ça? Enfin, voilà. Faut suivre, en fait. Faut suivre la direction, tu vois. Faut aller au sens, du vent, tu vois? Même si tu es pas en accord parce que, comme il disait, un manager, fait adhérer au groupe les décisions de direction. Donc si toi déjà, tu arrives pas et que tu boudes, les trucs, c'est pas comme ça que tu vas faire adhérer les autres, Bah, tu ouais. vois? Donc c'était pas compatible, quoi et j'ai voilà, donc ça, c'était un deuxième éveil où je me disais: «Ouais, là, c'est chaud, je commence à tourner en rond, là». Et je savais que j'avais pas vraiment d'autres opportunités, pour aller plus loin qui allaient se défiler donc ça, voilà, ça me mettait un coup de mou, clairement par rapport à ce que je faisais et troisième événement, mais ça, c'était la claque, bon, bah, c'est bon, ça y est, quoi, je sursaute du lit.
Ça c'est arrivé en fin 2018 où j'avais demandé une augmentation de salaire, où c'était sûr que j'allais l'avoir, mais qu'à la fin, je l'ai pas eu. Là, on parle, là, aujourd'hui, j'en parle en rigolant, mais à l'époque, je rigolais pas du tout. C'est 100 € par mois en plus, en fait. Tu vois, ça faisait, 2 niveaux de rémunération supplémentaires, donc 100 € par mois, mais je les ai pas eu. Sauf que moi, j'avais 2 enfants là, je mon deuxième il venait de naître et j'étais en mode: «Non mais moi, il me faut l'argent, en fait». Tu vois? Bah, ouais. Et là, en fait, quand je sortais du bureau de mon chef, je me rappelle, fin 2018, je crois que c'était octobre même 2018, je me suis dit: «Non mais c'est pas possible en fait, jusqu'à quand est-ce que je vais continuer à comme ça, à subir?» Tu vois? Subir les choses et je l'ai ressenti comme ça, hein, vraiment une injustice de se dire: «Bah, OK, quelqu'un d'autre te dit: "Bon, bah, toi, tu vas gagner ça" et puis c'est ça, en fait», tu vois? Tu n'as pas de poids, peu importe, je pouvais c'est-à-dire, je pourrais me mettre dans tous les états, mais ça n'aurait pas changé sa décision, en fait. C'était déjà fait avant même que je n'arrive dans son bureau. Ah ouais. C'est horrible. Enfin, moi, je trouve que c'est horrible, hein, mais bon, après c'était comme ça, quoi. Donc je sors de là et je me dis: «Non, il va falloir que je fasse autre chose. Il faut que je trouve d'autres moyens de trouver des revenus complémentaires» et donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller taper sur internet «complément de revenus» et peut-être que tu l'as fait aussi. Tu tombes sur quoi? Le dropshipping, tu tombes sur la bourse, tu tombes sur l'immobilier. Voilà comment, pour la première fois, je découvre alors que j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale, hein, donc on peut se dire que j'avais déjà fait de l'immobilier, mais non. Voilà comment je découvre qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier. Parce qu'à l'époque où je cherchais ma résidence principale, la question ne me traversait même pas l'esprit, donc je connaissais pas, tu vois? Donc ça s'est fait comme ça. Je découvre ces différentes, façons de gagner de l'argent et l'immobilier m'attire plus parce que ça correspondait exactement à ce que je pouvais rêver, tu vois? C'est avoir un complément de revenus, en même temps avoir du patrimoine pour mes enfants, ça m'importe beaucoup, en fait, pouvoir me dire que, je sais pas, j'ai un bien, là, ils ont 5 et 7 ans, quand ils auront, je sais pas, 18 ans, bah, s'ils ont besoin d'aller à Harvard, je vends des biens et puis c'est fait, quoi Bah, et ouais. même je leur donne le bonus, pour le reste, tu vois? Donc c'est ça, moi, en tant que parent, sachant que moi-même, mon père, il a toujours subvenu à mes besoins, mes parents même, ils ont toujours subvenu à mes besoins. Il est hors de question qu'il en soit autrement pour mes enfants. Il faut que je fasse même mieux que ce qu'eux, ils ont pu m'en faire, tu vois? Donc en fait, l'immobilier répondait à tous mes critères et c'est comme ça donc que je me suis lancée dedans. Trop bien. OK, OK. Donc après, donc tu t'es dit: «Go, IMO, c'est la solution». Tu as écarté le dropshipping ou les Oui, ouais, ouais, j'ai essayé, hein, en toute transparence, j'ai essayé le dropshipping aussi, mais ouais. je me suis rendu compte que c'était incompatible parce que tu sais, je sais pas si tu l'as fait peut-être en tout cas. Non, moi je l'ai pas fait. Ça demande beaucoup de temps parce que tu as un côté marketing, tu dois faire des ads sur, Facebook à l'époque, c'était vraiment ça en 2018, Facebook à fond et quand tu as des commandes, il faut ensuite, l'envoyer à ton fournisseur. Tu vois? Il y a de la gestion derrière, en fait, il y a beaucoup de gestion et la chose aussi qui ne me plaisait pas et ça c'est c'est un truc perso, c'est ce truc d'acheter un truc à 1 € et de le vendre à 20 balles. Ça avait du mal, tu sais, ces gens, tu sais que tu vends un truc pas quali, mais que tu as marketé juste. Tu vois? C'est Ouais, ouais, juste de ouais. la valeur perçue, c'est chaud. Ouais, 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 et puis je Franchement, c'est comprends. chaud. Ça me correspond pas, quoi, tu vois? J'ai vendu des choses, hein, mais ça me correspond absolument pas. Alors que l'immobilier, ouais, je suis très bien, enfin, voilà, tu as un bien, plein de travaux, tu rénoves, tu proposes quelque chose de super, même si ton loyer il est plus élevé, mais tu sais que tu proposes de la qualité, ton locataire, il va être bien, tu vois? Enfin, ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis carrément d'accord. Trop, trop bien. Donc en gros, tu te dis: «Go, je me lance en IMO» et là, tu te dis quoi? Je me forme, je me lance, j'imagine tu regardes plein de vidéos sur YouTube, pour te former. Enfin, comment tu fais? Alors, toute première chose, j'achète le livre, Père riche, père pauvre. Vraiment, 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 hein. Tu vas me dire, rien à voir avec l'IMO. Bon, si, il en parle quand même, mais en fait, je pense que toute ma transformation, par rapport à mon état d'esprit, par rapport à l'IMO, enfin, ça s'est ouvert à ce moment-là, quoi. À la lecture de ce livre-là et je me rappelle, je prenais le RER, hein, pour aller travailler et j'ai lu ce livre, je crois en 3 jours, hein, comme ça, mais je l'ai dévoré, quoi. Donc j'ai commencé par ce livre-là où il parle de ses pères, son père riche.
chez son père pauvre, mais il parle surtout de l'immobilier, comment il a acheté et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Et ensuite, j'ai regardé beaucoup de vidéos, comme tu as dit, sur les réseaux. Mais troisième chose, mais bon, peut-être que ça fait partie de ma formation. Moi, enfin, on est beaucoup en analyse de risque et ça me semblait pas logique d'aller faire de l'IMO sans m'être formée. Tu vois, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas du bon sens que de faire Ouais, ça, tu vois. Donc, une fois que j'ai regardé des vidéos, j'ai suivi des personnes et tout, bah, j'ai pris une formation. OK. Voilà, et je me suis formée et ensuite seulement j'ai investi. Et avec la formation, je me rappelle très bien, on avait aussi un séminaire avec qui s'est déroulé, je crois, 6 mois après la formation et ça m'a donné un boost de ouf, quoi. La même année, j'ai acheté mon premier immeuble, hein, c'était en 2019. Trop bien. Et est-ce que tu peux dire le nom du formateur, à l'époque? Ah, c'était Cédric Anissette. OK, OK, ouais, il est connu lui. Ouais, à l'époque, en tout cas sur l'IMO, ouais, lui, il me parlait beaucoup, en fait. Tu vois. Et donc tu t'es lancée mais c'était, une formation, purement vidéo, c'est-à-dire tu avais pas d'accompagnement et de coaching? Ah, il faisait pas Ouais, ça, à non. l'époque, il y en avait pas trop des Il y avait accompagnements. pas. Ouais, ouais. Tu vois, tu avais les formations en ligne, tu avais les vidéos, tu avais, toujours, un club, ou un groupe Facebook ou tu vois? Et après, voilà, nous, on avait ce truc de séminaire qui était très bien, je trouvais, qui aidait beaucoup, quoi, à créer du lien avec d'autres personnes et tout. Donc ça, c'était bien. Et donc tu es partie direct sur un immeuble? Et moi, je suis partie direct sur un immeuble et je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler fin 2012, hein. Donc moi, je découvre le monde de l'immobilier en 2018. Ouais. Donc il s'est écoulé beaucoup d'années. Sauf qu'avec mon profil, je pouvais acheter beaucoup de biens. Donc quand je me suis réveillée sur l'IMO, je me suis dit: «Mais purée, mais tu trop dormi, en fait. Maintenant que tu t'es réveillée, bah, tu vas y aller à fond». Et donc pour y aller à fond dans l'immobilier, pour moi, c'est les immeubles de rapport. Et donc je me suis dit: «C'est les immeubles ou rien». Trop Donc bien. j'ai acheté que. Et toi, tu habitais où, en Île-de-France ou? Oui, 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 j'habitais en Et donc Île-de-France. tu t'es dit pour l'immeuble, tu as acheté en Île-de-France ou tu es allée plus loin pour le trouver? Alors, pour les premiers immeubles, j'ai acheté, tous autour de l'Île-de-France. Le premier, il était à 2 heures et demie de l'Île-de-France et après j'ai acheté un autre aussi à 2 heures et puis, au fil du temps, tu vois, j'ai réduit la durée, mais, j'ai un seul immeuble de rapport en Île-de-France, c'est le dernier que j'ai acheté, voilà. Mais sinon les 3 autres, sont hors de l'Île-de-France, mais toujours, voilà, à proximité. Je peux faire l'aller-retour la journée, sachant que on gère tout nous, c'est-à-dire, il y a pas de biens gérés par une agence immobilière. Donc, c'est pour ça aussi la distance, OK, OK. Et donc, l'IMO, alors j'ai plein de questions là encore, qui me viennent. Tu étais, avec ton compagnon, avec ton mari, vous étiez soudés? Ou est-ce que c'était plutôt toi qui portais le projet et puis qui disais: «Oh là là, Célie, dans quoi tu m'embarques?» Enfin, c'était quoi l'idée un peu? en toute franchise, lui, il était à la fin des fins pour, signer, tu vois? Mais c'est jamais, non. Après, comme dit, je pense que chaque couple est différent, mais en tout cas, lui de base, c'est pas, il comprend l'idée d'investir, il y a aucun souci, mais il va pas aller chercher les biens, il va pas négocier les biens, il va pas voilà. Mais une fois que c'est fait, il va suivre les travaux. Ça c'est sa partie, voilà, il suit les travaux et fait en sorte que tout se déroule bien, voilà, des choses comme ça, mais voilà, il attend que ça se fasse, quoi. Donc toi, tu fais tout jusqu'à la signature chez le notaire et après tu lui donnes Exactement. les clés et après tu lui Et dis: après, «Vas-y, voilà, débrouille-toi, maintenant tu fais le chantier et tu mets en location». c'est ça. Pour les travaux, il fait et pour la mise en location, je Ouais, reprends. tu reprends la main. Voilà, c'est ça. Mais après, comme je dis, dans mon état d'esprit, tu vois, le simple fait qu'il ne m'ait pas freiné dans mes ambitions immobilières, moi, ça me suffisait déjà. Donc, je portais mon rôle avec beaucoup de fierté, tu vois. Il veut pas regarder les biens, ok, je sais faire. Il veut pas aller visiter, ok, je sais faire. Il veut pas négocier, oh là là, j'adore. Donc, c'est pas grave, je porte mon rôle, tu vois. Le simple fait qu'il me laisse avoir mes ambitions et y aller, bon, voilà, ça me suffit. OK, donc là, en gros, vous aviez trouvé une complémentarité, même si tu étais plus leader en tout cas et c'était quoi, toi, la locomotive, on va dire, Exactement, c'est ça. OK, On a trouvé, exactement ça, une complémentarité à se dire: «OK, voilà, toi tu n'aimes pas ça, mais tu aimes ci, donc tu vas être sur ce côté-là. Le moment venu, tu prends le relais», quoi, tu vois? trop bien.
l'autre question que j'avais, parce que moi enfin, j'accompagne aussi du monde, toi aussi tu es accompagnatrice en investissement immobilier, donc toutes les 2 on se comprend je pense là-dessus. Mais est-ce que tu vois des dames, enfin je dis des dames, des femmes qui ont des enfants, qui ont cette motivation, mais à cause des enfants, elles ont pas l'énergie, pas la force, d'y aller le week-end? Ouais. Comment tu as réussi à gérer en tant que salariée, 2 enfants en bas âge, d'avoir la motivation d'aller visiter des immeubles à 2h30 de chez soi, tu vois? Ça, c'est un truc qui est dur, je trouve, pour les gens, tu vois? Parce que je pense que mon pourquoi était trop fort. Je pouvais pas en être autrement, en fait. En fait, comment t'expliquer? Je ne trouvais quand j'étais sur le feu de l'action, je ne trouvais même pas ça difficile, tu vois? J'étais très concentrée sur mon objectif. Donc les difficultés, pour moi, j'avais même pas le temps de me dire que c'est une difficulté. Ouais, ouais. Après, peut-être que je suis bien née psychologiquement, je sais pas, mais il y a des questions que je me pose pas, en fait. Sur le feu de l'action, j'ai 2 enfants, je fais quoi? Je m'organise. Dans le travail que j'occupais, je pouvais avoir des RTT, je pouvais combiner des RTT, je pouvais poser une demi-journée. Donc, par exemple, la visite, si je fais que j'ai pas de réunion, puisque dans ma fonction, j'avais parfois des réunions en fonction des maintenances qu'on avait en centrale. Donc, si j'avais pas de réunion avec la direction, bah, je posais ma demi-journée pour aller faire cette visite-là pour être dans la réactivité. Or que si c'est dans l'après-midi, les enfants, ils sont chez la nounou, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait toujours ce côté organisation, tac, tac, tac. Je module mon temps pour l'adapter à mon projet, en fait. Ouais. C'était vraiment ça. Je me posais pas la question, mais par contre, une chose est sûre, tu vois, les week-ends restaurants ou les week-ends chill devant la télé, moi, j'en ai pas fait, je pense sur une bonne année, un truc comme ça, hein, Ouais. où j'étais plus en train de me former, en train de lire des informations sur l'IMO, en train de regarder des biens, en train de faire des calculs de renta. Tu vois, j'étais obsédée par mon objectif. Donc je ne trouvais pas la difficulté. Moi, je voulais juste y arriver, en fait. Le reste, En gros, il y avait pas c'était secondaire. l'option que tu restes, dans la situation dans d'été, c'était pas une option, donc tu avais pas le choix, quoi. C'est ça. Donc moi, je mettais tout en œuvre pour que les projets se fassent. C'est tout. Après, il y en a qui pourraient dire que c'est difficile, mais franchement, avec le recul, effectivement, des fois, je me dis: «Mais comment tu as fait, en fait?» Mais c'est vrai que sur le feu de l'action, je m'organisais, je balayais mon temps pour pouvoir aller faire mes visites, aller faire voilà, c'est ça, en fait, je me posais aucune autre question. Mais ce qui est super drôle, c'est que, bah, nous aussi on a cette remarque souvent parce que nous aussi on avait des enfants, on avait 2 petits-enfants, on faisait les visites avec des fois les tu sais les bébés en portage, en sac à dos, enfin tu sais sur les sacs et puis le petit qui pleurait et puis on dit: «Oh là là», enfin bref la galère. Mais en fait, moi je me rends compte, c'est que en réalité, moi ma motivation, elle était tellement forte et en fait, c'est que quand tu sais que tu as pas le choix que de réussir et d'avancer, bah, en fait, tu vas et tu vas pas te poser 50 questions. Alors que les gens qui doutent et qui se disent: «Ouais, mais ça existe pas, un immeuble à 10 gna gna gna». Dès que tu commences à douter, bah, en fait, tu es dans une sorte de zone molle, tu sais? Où C'est et ça. dans la zone molle: «Oh bah, finalement, j'ai la flemme d'aller faire des visites ce week-end» et en fait, c'est cette zone molle qui est un peu pourrie, tu vois? Trop pourri. Ouais, Trop pourri. Dès que tu commences à être enclin au doute, tu vois, tu commences à avoir des interrogations de: «Est-ce que c'est possible ou pas?» Bon, c'est ouais, mort. Tu vois, toi, tu vas réaliser ça au bout de 5 ans ou 10 ans là-bas, tu ouais, vois? ouais, c'est ça. Non, mais et sans rigoler, j'ai des personnes, que j'ai eues en appel, genre en 2021 et en 2023 qui n'ont toujours pas acheté, hein. Donc c'est ce truc de est-ce que tu as comment dire? Est-ce que tu as compris le filon que peut être l'immobilier pour toi? Toi, est-ce que toi-même tu l'as compris? Est-ce que tu l'as assimilé? Est-ce que tu le vois tel que c'est, en fait? Mais si tu as pas convaincu par la chose, d'où tu vas trouver la motivation? Bah, ouais. Nada, tu vas rien trouver du tout, tu vois? Trop bien, donc en gros donc là, tu t'es mis en mode immeuble de rapport, location longue durée ou location courte durée? Location longue durée meublée et location nue par la suite. OK. Alors le premier, c'était un immeuble de 5 lots. Il y avait un appartement qui était loué, les 4 autres nécessitaient des travaux. Donc tu vois, le premier directement travaux, tranquille, tu vois? Et encore une fois, moi ça ne m'a pas fait peur, tu vois? Bon après je m'étais formée et tu sais que les formateurs maintenant je comprends avec le recul, ils ont cette façon de t'emmener la chose pour te rassurer, pour en fait, tu as les éléments qui te permettent d'avoir cette connaissance pour être un peu plus serein dans ce que tu fais.
tu vois? Donc ça, je l'avais cette sérénité-là parce que j'avais la formation, comment sélectionner l'artisan, machin, tout ça. Donc, bon, les travaux, même comment estimer les travaux, de façon globale comme ça. Donc, il y avait des choses comme ça qui faisaient que j'avais pas peur, même pour un premier investissement avec travaux, ben, voilà quoi. C'était là où je pouvais négocier effectivement et ça, je l'ai appris dans les formations. On négocie parce qu'il y a des choses qui vont pas, donc les travaux en font partie. Donc c'est comme ça aussi que j'ai pu négocier de 180 à 155 000 € le prix du bien et ensuite on en a eu pour, 55 000 € de travaux, tu vois? Trop bien. Et aujourd'hui ce bien-là, il ramène, 2 400 € par mois pour 900 balles de mensualité de crédit, quoi. Bah ouais, bravo, nickel. Donc celui-là, on l'a fait tout en meublé du coup. Et ensuite, le deuxième immeuble, pareil, c'était 7 lots. Il y en avait déjà 5 qui étaient loués. Et donc, les 2 restants, on a fait aussi en meublé. Le troisième immeuble, par contre, c'était un immeuble de 9 lots. Et les 9 lots étaient loués en location nue. Quand tu arrives devant, le bien, tu es à 13% de renta en nu. Tu te dis, mais purée, est-ce que je vais passer à côté de l'opportunité? Bah non. Bah, qu'est-ce que je fais? Je m'étais formée et je sais que j'ai l'option de la SCI avec l'option à l'IS. Et bah voilà, bah, je l'achète et je le fous sur une SCI. Bah Et ouais. bah voilà, on l'a acheté, on l'a mis sous SCI avec l'option IS levée. Ah ouais, non mais nickel. Et le quatrième du coup? Et le quatrième, c'est celui qui est en Île-de-France, pareil, un immeuble de 4 lots avec beaucoup de travaux, mais vraiment même la toiture, à faire, voilà. Je pense que c'est l'immeuble avec le plus de travaux qu'on ait fait et celui-là, il était aussi négocié en pour rappel, je sais plus, c'était combien on l'a acheté déjà? Je crois qu'il était affiché à 220 000 € et on l'a eu à 170 000 € nous et par contre avec 160 000 € de travaux. Ouais, ouais, donc ça c'est du bon travaux ça, ouais. Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est resté en nom propre et on bénéficie du déficit foncier jusqu'à l'heure où je te parle. OK. OK, OK et celui-là tu l'as mis en location nue? C'est ça, tu vois? Donc voilà quoi, à chaque fois, sur chaque immeuble, en fait, on a orienté la fiscalité pour que ce soit avantageuse quoi, c'est ça. C'est pas, je veux que du meublé, bah non en fait. Je veux des biens rentables et en fonction de la typologie du bien, bah, je vais adapter la fiscalité pour que ce soit intéressant. OK, trop bien et quels ont été tes plus gros obstacles? Est-ce que tu as eu des moments de doute pendant tout ce parcours? Des moments durs, des moments quand même où tu t'es dit: «Ouais, c'est quand même dur» ou je sais pas, des moments difficiles? Bon, en fait, l'étape pour moi, je trouve quand même, bon ça c'était vraiment au début, hein, c'est de trouver le bon bien, tu vois? C'est d'arriver à négocier le prix, que ça passe. Parce que moi, j'ai eu des biens qui me sont passés sous le nez parce que je négociais peut-être trop, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui s'est positionné. Donc pour trouver le bon bien qui rassemble les critères qu'on veut, à l'époque, on voulait avec travaux pour avoir justement ce côté où, tu peux déduire de tes charges, avoir une bonne fiscalité, un bien avec dans une zone aussi où tu sais que tu peux louer. Voilà, il fallait que ça rassemble assez de critères et au démarrage, des fois, pour trouver ça, tu as l'impression que c'est une montagne insurmontable, tu vois? C'est toujours, voilà. Mais au final, ça se fait quand même malgré, je crois que pour le premier j'ai dû faire, quoi, une quinzaine de visites, hein, un truc comme ça, ouais, une quinzaine de visites avant de trouver et d'acheter ce premier immeuble de rapport-là, quoi. Pour le deuxième, ça a été plus vite. Et en termes de financement, tu as eu des problèmes à un moment donné ou ça a été, tu as senti une zone où ça a devenait un peu plus dur? Pour les 2 premiers, c'était sans galère, mais vraiment, hein, les 2 premiers immeubles sans aucune galère. Pour le troisième immeuble, on était en 2020, il me semble qu'on rentrait dans la période de covid ou un truc comme ça et là, j'ai été lâchée à la dernière minute par ma banque, enfin la banque qui était censée me financer, comme quoi la caution ne suivait pas. Et donc là, il fallait retrouver en urgence une autre banque. Donc, tu vois, là, tu mets les bouchées doubles, sueur froide, tu communiques avec le notaire et l'agent IMO. Et finalement, d'ailleurs, et ça, c'est, je sais pas si les gens qui m'écoutent, restez toujours dans la communication parce que des fois, ça sauve. Parce que j'étais dans la communication, bah, l'agent IMO m'a conseillé un courtier. Et finalement, c'est ce courtier-là qui m'a trouvé le financement. Alors que moi-même, j'avais pris quelqu'un d'autre et que moi-même, je faisais certaines banques. Ah ouais, ouais, ouais. Donc pour le troisième, ça a été difficile et pour le quatrième également, ça a été, encore plus difficile, tu vois? Le financement, ça et surtout le quatrième, c'est parce que il y avait presque autant de montants de travaux que du prix du bien et le troisième, on était fin 2021, début 2022 donc tu vois?
On était déjà un peu on ramait, on commençait à ramer un peu, et avec ce montant de travaux, effectivement, il y a beaucoup de banques, qui ont refusé, ouais, le financement. OK. Alors j'ai encore 2 questions. J'avais une question par rapport, à l'Île-de-France parce que j'ai l'impression que tu connais quand même bien Île-de-France et province. C'est comme ça que disent les Parisiens, mais en gros ailleurs qu'en Île-de-France. C'est quoi toi ta vision du marché? Est-ce qu'on peut trouver des affaires rentables en Île-de-France aujourd'hui? Ou est-ce que quand tu es parisien, que tu habites en région parisienne, est-ce qu'il faut forcément que tu ailles à 2 heures de route de Paris? Non, tu peux trouver des affaires rentables en Île-de-France, honnêtement, hein. Mais maintenant, c'est l'enveloppe de départ qui est le problème de l'Île-de-France. Si tu peux pas avoir une enveloppe à 320, 350, 400 000 €, l'immeuble de rapport, non, quoi, tu vois? Le marché de l'Île-de-France, c'est ça. Après, si tu vas dans des coins hyper paumés du 77 ou du 95, tu vas trouver des choses. Mais encore une fois, on veut une zone où on sait qu'on peut louer. Ouais. C'est ça l'idée quand même. C'est pas d'avoir juste un immeuble et de pas avoir des locataires en face. Donc, il faut au moins qu'il y ait un train qui passe. Enfin, il faut des choses, en fait. Et dans certains coins paumés de l'Île-de-France, tu peux avoir des immeubles à 250 000, mais les conditions ne sont pas réunies pour ce que moi j'appelle un deal d'immopreneur, quoi, tu vois. Donc, si tu veux rester dans des coins OK de l'Île-de-France, il te faut être dans les 320, entre 320, 450 000 €. Là, tu vas trouver des choses intéressantes, vraiment, même encore aujourd'hui. Mais si tu as pas ce budget-là, eh ben, va dans les provinces où là, tu vas trouver des choses à 220 000 €, des fois même à moins de 200 000 € là. J'ai un client qui achète un petit immeuble de 3 lots à 175 000 € et 10 000 € de travaux, tu vois? Ces 3 lots déjà loués, les loyers rentrent 20 000 € de loyer par mois, enfin pardon, par an. C'est un petit immeuble, mais c'est un immeuble pour démarrer et c'est à 1 heure et demie de Paris, tu vois? Quand tu vas sortir un peu de Paris, ça va être OK si tu n'as pas de gros budget. Mais si tu as un bon budget, en Île-de-France, tu peux aussi trouver de bonnes affaires et surtout aujourd'hui, tu peux négocier, enfin voilà quoi. On est plutôt nous en termes d'acheteurs, on est plutôt en force par rapport aux vendeurs. Donc, faut pas hésiter, quoi, en fonction de son profil. Et ensuite, l'autre question, enfin, c'est une remarque ou je sais pas comment te demander le truc. C'est en gros, au fur et à mesure pour trouver le financement, c'est de plus en plus dur de ce que tu expliques. Et en tout cas, moi, je confirme que c'est pareil pour nous. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes que moi je côtoie et qui vont dire oui, mais si je fais mon premier invest, après je vais être bloqué. Et donc en fait, ils se stressent en fait. Tu sais, mais là, j'adore ta tête que tu fais, génial, parce que je pense qu'on est On d'accord. est tellement Et en fait, ils d'accord. se stressent tout le temps pour les étapes d'après. Alors qu'en fait, tu sais, fais déjà bien ton premier invest. Enfin, je sais pas ce que tu en penses? Merci, merci, mais c'est tellement ça et moi, des fois, les gens me disent, «Ouais, mais qu'est-ce que tu» ça va dans le même truc, hein: «Qu'est-ce que tu penses de la holding? Est-ce que machin?» Je dis: «Non, mais attends, tu as déjà fait ton premier investissement?» Ouais. «Non». «Ah bah, qu'est-ce» on parle de quoi, en fait? Commence par le premier et assure-toi qu'il soit rentable, il me semble, enfin, même moi, hein, quand comme je disais tout à l'heure, quand j'ai découvert l'immobilier et que ça pouvait être une porte de sortie parce que dans mon emploi, c'était chaud, bah, je me suis dit: «Waouh, je vais m'y mettre à fond» et j'avais déjà ma vision de: «Je vais atteindre tel» j'avais un truc que j'écrivais tous les ans là: «Je vais atteindre tel niveau de patrimoine et tout». Mais malgré ça, je savais quand même qu'il faut que je commence par le premier. Il fallait qu'il soit rentable, en fait. Bah ouais, mais j'adore. Il faut ça, hein, il faut déjà être concentré sur le premier, bien le faire, lui choisir, voilà, le bon véhicule fiscal, voilà, choisir un bon bien rentable et ensuite, petit à petit, on gravit les échelons, en fait. Ouais, Mais on tu regardes le sommet alors que toi-même tu tout en bas, ouais. tu as pas fait le premier pas, tu vois? C'est chaud, Ouais. c'est chaud. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que en fait, les gens, ils se rendent pas compte de la puissance, de l'état d'esprit de l'investisseur, comment il se développe au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au début, tu as un petit mindset de bébé, tu vois? Et en fait, c'est le fait de faire ton premier investissement rentable et d'avoir fait ton premier truc que d'un seul coup, ton cerveau, il devient «plus gros» entre guillemets ou je sais pas comment dire Totalement. et que tu es capable de relever de nouveaux défis au fur et à mesure, tu vois? Mais concentre-toi déjà sur ton premier défi, d'avoir un bien vraiment rentable, plutôt que de te dire: «Ah mais si j'achète, bah, j'aurai plus de capacité d'endettement». Bah oui, mais bon, enfin, ouais. C'est comme les personnes qui me disent aujourd'hui, «Oui, moi, je veux commencer par le locatif». Je dis: «OK, bon, OK, ton profil, tu peux faire ça, ça, ça. Oui, mais après, si je fais ça, est-ce que je pourrais acheter ma résidence principale? Est-ce que je pourrais faire ci?» Non.
Tu veux quoi, en fait? Bah ouais. Tu vois, c'est un peu ça et c'est génial ce que tu dis parce que c'est la réalité, quoi. Faut déjà se concentrer sur un premier bien, faire ce qu'il faut et ensuite avancer et ce qui est top dans l'immobilier, je sais pas si ça existe par ailleurs, mais en tout cas, moi, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Quand j'ai fait mon premier investissement immobilier, j'ai eu cette transformation d'état d'esprit incroyable. Incroyable! C'est-à-dire que je faisais de l'IMO, mais ça m'a rapporté plus, en fait. Mais oui. La confiance en soi. La confiance en soi. Bon, après moi, de nature, j'ai confiance en moi, hein, mais ça a multiplié la chose à un point, tu vois? C'est-à-dire aujourd'hui, pour que je puisse être entrepreneur, parler sur le réseau avec confiance, ça a démarré parce que j'ai fait un projet qui a fonctionné. Je me suis dit: «Wouh! Wouh meuf! Eh, tu gères quand même là! Non mais tu pas n'importe qui, tu gères en fait!» Tu vois ce que tu as fait tout ton parcours, ça a marché et c'est tu te dis: «Mais waouh quoi, je suis capable d'énormément de choses» et comme tu dis, ton cerveau là, c'est bon quoi. C'est comme si tu as ouvert les antennes, tu vois? Il te montre maintenant plein de choses. Après tu dis: «Ouh là 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 là, attention, maîtrisons-nous là, il y a trop de sujets dans ma tête». Ouais, ouais. Ouais, étape par étape et on avance. Et en fait, c'est ça, c'est C'est que ça. moi, on me pose souvent la question: «Oui, mais si jamais je veux acheter ma RP dans 3 ans?» En fait, c'est relou comme question parce que j'ai envie de dire: «Il y a pas de garantie, je peux pas te garantir. Si tu fais un investissement pourri, bah oui, tu vas être bloqué, quoi». Enfin, c'est je peux rien pour toi, tu vois? Mais si tu as un mindset d'investisseur rentable D'accord. et que tu fais une belle opération, bah, tu verras, ça se trouve, tu auras même plus envie de lâcher ta RP parce que tu te diras: «Bah attends, je vais me racheter un deuxième immeuble et je veux vivre, je sais pas où». Et en fait, tu te poseras plus la question, en fait. Posera tellement pas la question et même admettons que tu as envie d'acheter ta RP, tellement tu auras développé cet état d'esprit d'investisseur rentable que même ta RP, en fait, quand tu vas la présenter, ça sera un investissement Mais rentable. oui. Tu vois? Tu l'achèteras à un prix au mètre carré incroyable, tu auras des choses qui feront que, bon, bah, le banquier va se dire: «Non mais purée quoi, elle est trop fort ou elle est trop forte cette dame», tu vois? Donc je trouve que les gens mettent trop la charrue avant les bœufs. Ils pensent trop à demain au lieu de penser au présent et de ce que le présent peut leur apporter là, tout de suite, tu vois? Ouais. Mais bon, ça, c'est comme ça, hein. Trop bien. Bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, j'imagine, est-ce que ton mari aussi a évolué en termes de mindset en t'ayant vu faire tout ça? Il se dit pas: «Waouh, ce que tu as réalisé», non? Franchement, je bon après, ah si, un peu quand même. Un peu, dans le sens où, au départ, tu vois, où quand je parlais d'immeubles, on va acheter 2 3 il était en mode là, c'est fait. Donc en fait, il a cette ouverture d'esprit sur les opportunités, sur l'investissement en général, pas que sur l'immobilier, du coup, tu vois? Il a ouvert son esprit. Là, on est sur un projet, au Togo de construction d'hôtels. Donc je pense qu'à l'époque, il aurait pas intérêt à assimiler l'info comme il l'assimile aujourd'hui, c'est pas un en fait, ça devient plus un sujet, tu vois? Il voit plus le risque, quoi. C'est bon, il a l'habitude. OK. Ouais, pour lui, c'est sa zone de confort maintenant d'acheter des immeubles. Voilà, c'est bon, c'est devenu voilà, je pars dans le gros invest, bon OK. On a déjà fait plein de choses, on a eu des galères, on les a fait, c'est super, donc bon, on peut continuer, tu vois? Donc je pense que oui, ça, effectivement, on va sur des projets que je pense qu'au départ, ils n'auraient pas pu mentalement l'assimiler et accepter, alors que là, il y a ce déblocage-là qui s'est fait au fil des années. Et vous achetez un hôtel au Togo, c'est ça? Non, on fait construire un Trop hôtel au Togo. bien! Ah oui, donc là, vous êtes repartis, ça, c'est votre 5e projet alors? Ouais, c'est ça. C'est le 5e projet et là, pour le coup, c'est un gros projet, mais il me tarde que ça se concrétise parce que, ouais, c'est un bon truc. Peut-être que j'en parlerai. C'est vrai, je parle pas trop de ce que je fais, au Togo, c'est vrai, mais ouais, celui-ci, j'en parlerai, je pense, sur les Ah réseaux. ouais, trop bien, trop bien. OK, bah, je pense que c'est hyper clair. En tout cas, j'ai adoré ton intervention et je pense que ça a fait du bien à tout le monde, de comprendre le mindset, de l'immopreneur comme tu dis, parce que c'est une contraction entre immobilier et entrepreneur, parce que toi, tu vois le côté business dans l'immobilier Exact. et tu as cette approche et c'est la bonne approche, quoi. Il y a pas de discussion, quoi. Merci, merci, merci pour ton invitation. En tout cas, moi, j'ai kiffé, partager, cette émission, ce podcast avec vous tous, hein, qui nous écoutez aussi et j'espère que, bon, c'est vrai que moi, je parle beaucoup, mais après, je pense que chacun va prendre le message qui peut le toucher et puis, fonctionner avec, quoi. Mais oui, clairement, quand on veut faire de l'immobilier ou même je le vois dans l'entrepreneuriat puisqu'aujourd'hui, je suis aussi entrepreneur à côté de mes investissements. Il faut préparer son état d'esprit, en fait, sinon on ne perdure pas.
Si on n'a pas la résilience, si on n'a pas la confiance dans ce qu'on fait, si on n'a pas cette assurance qu'on peut y arriver, que ce soit l'immobilier ou peu importe le domaine, on n'y arrive pas, quoi. Donc, ouais, c'est important. Et les personnes qui t'ont apprécié et qui ont envie de te suivre, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors, elles peuvent me retrouver sur Instagram, Immopreneur, hein, tout simplement, Immopreneur au pluriel, ou alors pareil, Immopreneur sur YouTube. Voilà, c'est vraiment les 2 plateformes, que j'utilise beaucoup. Et en plus, tu fais des accompagnements en investissement immobilier et je sais que tu as même une formule où tu vas visiter les biens avec tes clients. Je trouve ça Exactement. génial. Nous, on le fait pas, mais les résultats doivent être incroyables, dans cette formule-là, quoi. Ouais, complètement, hein. Je tu sais, souvent parce que, comme je dis, on est fait différemment et il y a certaines personnes qui ont besoin d'être vraiment poussées au bout pour faire les choses, quoi, et avoir quelqu'un à côté d'eux, qui leur dit: «Bon, voilà, on va faire ça, on va aller visiter, on va faire ci», ça les rassure et ça les maintient dans l'action, en fait, et c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans ce que je propose, c'est ce qui, donne le plus de résultats. Voilà. Trop bien. Bah, je vous le dis tous parce que comme nous, on le propose pas, en plus, vous savez que si vous avez besoin d'être, vraiment coaché, sur le terrain, tu vois? Ouais, ouais, ça, c'est génial. OK, bah, merci beaucoup, beaucoup Célie. Je vais mettre les liens dans la description de l'épisode, si jamais vous allez voir sa chaîne YouTube ou son compte Instagram et je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venue. Tu as apporté beaucoup de valeur et merci à toi. Avec grand plaisir. Merci Dory et merci à tous ceux qui nous écoutent. Salut.